Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Merci d'être présent cet après-midi. Je crois qu'on ne présente plus vraiment Jean-Michel Fauvergue. Depuis plusieurs années, notamment depuis les tragiques attentats de 2015, tout le monde sait que c'est un policier de haut rang, un grand flic, comme on dit, puisque vous avez été le patron du RAID, l'unité d'élite d'intervention de la police nationale. En juin dernier, vous avez été élu député de Seine-et-Marne, sous les couleurs de La République En Marche, le mouvement du président Macron. Et il y a quelques semaines, vous avez publié un livre, patron du RAID, un livre tout à la fois de témoignages. Vous racontez notamment comment vous avez dirigé le RAID lors des attentats de Paris, avec des mots très forts. Je le dis clairement, ce sont des pages parfois très impressionnantes. Mais aussi, c'est un livre de réflexion sur l'esprit du terrorisme aujourd'hui, également sur l'organisation de la police que vous aimeriez voir évoluer. Mais ce qui domine votre témoignage, vos confidences parfois, et c'est très intéressant, et toutes les réflexions et les analyses que vous soumettez, c'est votre acharnement à servir l'État, à servir la justice. Iriez-vous jusqu'à dire, M. Fauvergue, que servir votre pays, c'est un peu comme une passion? Bien. D'abord, bonsoir à tous et bonsoir. Déjà, il y a une évolution dans ma vie, c'est que avant, quand je pénétrais dans une salle avec ma section d'assaut, on vidait la salle. Là, maintenant, je la remplis. C'est plus sympathique. Bon, plus sérieusement, effectivement, la police, c'est une passion. C'est une passion pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de policiers, il faut le savoir. Les policiers, quand je dis policiers, c'est policiers, gendarmes, policiers municipaux, etc. On va généraliser. Quelques grades qu'ils soient, la plupart des policiers rentrent, il faut le savoir, par vocation au départ, ce qui a été mon cas dès très jeune, 7-8 ans je pense. On y reviendra. Et cette vocation se transforme ensuite en passion. Parce que quand on est au contact du job que l'on doit faire, du travail, qui est un travail qui va au-delà d'un travail de tous les jours, c'est véritablement une envie de progresser et de faire en sorte que nos concitoyens soient mieux protégés, quel que soit le niveau où on est dans la hiérarchie. C'est ça qui est une passion, c'est véritablement alors, ça. Sur quel pilier, vous venez de les aborder rapidement, sur quel pilier repose la passion de servir l'État et en l'occurrence de servir la police? Le pilier, bon déjà il y a un pilier essentiel qui m'a dirigé dans toute ma carrière et plus précisément dans ces 4 dernières années où j'étais à la tête du RAID et où j'ai tout connu de ces attentats meurtriers, c'est l'opinion que j'avais, bien ancrée au fond de moi, et que je tiens sans doute de ma petite enfance et de mon éducation, de défendre les valeurs de notre pays, les valeurs de la République, les valeurs démocratiques, les valeurs de ce que l'on est tous ensemble, les valeurs de l'égalité de l'homme et de la femme qui sont bafouées et mises à mal, les valeurs du vivre ensemble, quelles que soient nos origines. Et ça fait partie de la passion aussi. Ça constitue cette passion-là, d'avoir ce socle de valeurs véritablement ancré en soi. Mais moi, je l'ai ancré en moi et je la faisais partager. J'avais un poste de responsabilité. J'ai souvent eu un poste de responsabilité, pas que dans le RAID. On l'a fait partager à nos effectifs, mais ils l'ont déjà eux aussi en soi. Donc c'est assez facile quand même. Ouais. Mais justement, cette passion, elle remonte à l'enfance, vous disiez. Est-ce que vous avez un souvenir précis du moment où vous vous êtes dit, finalement, quand je serai grand, je servirai l'État, je serai policier? Est-ce que vous vous souvenez du moment précis où tout ça s'est un peu formalisé? Alors moi, très petit, à 7-8 ans, je voulais, dès le départ, être commissaire de police. Ah, carrément. Ouais, commissaire de police.
Et je ne sais pas pourquoi, parce que dans ma famille, on n'a pas de policier. Il n'y a pas de policier. Il y avait un film une série télé qui vous a inspiré? Alors, quand j'étais petit, il y avait très peu de chaînes, mais il y a des chaînes qui passaient des westerns. Moi, j'aimais bien les westerns. C'était le shérif. Et bien évidemment, je me reconnaissais dans le shérif. Et j'étais absolument très malheureux quand il y avait quelques films où le shérif était pas très honnête. Et voilà, j'étais très malheureux quand la fonction ne correspondait pas à cette passion et à cette honnêteté que demande cette fonction-là. Et ça, c'était peut-être déjà révélateur, quoi. Vous avez collectionné pendant plus de 30 ans une série impressionnante de postes au sein de l'administration de la police et aussi bien de terrain que central. Est-ce que vous avez finalement, à un moment ou à un autre, éprouvé un peu de lassitude à servir cette police qui j'imagine, vous a parfois un peu déçu peut-être? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? La police ne m'a jamais déçu. Ce qui m'ont déçu, c'est les personnes qui quelquefois incarnaient cette police à tout niveau, très peu, rassurons-nous, mais à tous les niveaux, et quelquefois au niveau décisionnel aussi. Mais la police en tant que telle, en tant que socle de valeur, en tant qu'unité opérationnelle, cette espèce de mélange entre l'opérationnel et les valeurs qui cimente cette passion-là, c'est un ensemble qui est véritablement un ensemble très intéressant. J'ai eu peu de moments d'absence de motivation, très très peu, vraiment. D'ailleurs, je m'en rappelle pas vraiment. Dans votre livre, vous dites quand même que quand vous dirigiez la brigade des stupéfiants à Saint-Denis, c'était pas terrible quand même. C'est la matière. Ah bon? Oui, c'est la matière. La lutte contre les stupéfiants ne m'a pas du tout plu parce que on est confronté c'est le tonneau des Danaïdes ou le rocher de Sisyphe, comme vous voulez. On refait le lendemain tout ce qu'on a fait la veille. Et quand vous avez, on travaille beaucoup sur tuyaux, on travaille toujours sur tuyaux. Il y a des gens il y a des petits truands qui vous donnent des tuyaux et vous les exploitez. Et on exploitait ces tuyaux-là, donc on avait des réseaux, on démontait des réseaux. En Seine-Saint-Denis, il y en avait pas mal. On les démontait ces réseaux-là. Et on s'apercevait que 3-4 jours après, ils étaient reconstitués par les autres. Et quelquefois par ceux qui vous donnaient le tuyau. Parce que, donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et c'est sans doute comme ça que ça fonctionne toujours. Ça, c'est une matière qui, quand vous faites toujours le même boulot, mais que vous voyez que vous n'arrivez pas à vider cette espèce de baignoire qui se remplit tout le temps, vous posez un certain nombre de questions. Et c'est sans doute, petite parenthèse, il y a à peu près depuis un an, il y a eu une grogne de policiers qui se sont organisés en dehors des syndicats de policiers, mais qui sont organisés en association. Ils ont manifesté d'ailleurs leurs humeurs à plusieurs occasions. Mais par-delà la demande récurrente de matériel qui a été... d'ailleurs, il y a des évolutions là-dessus, mais il y a quand même des choses encore à faire. Par-delà cette demande récurrente de matériel, c'est surtout la perte de sens qui était importante. Et la perte de sens entraîne la perte de la passion. La perte de sens, pourquoi? Parce que quand vous arrêtez quelqu'un... et que derrière vous initiez une procédure judiciaire et vous arrivez à une procédure judiciaire, c'est particulièrement intéressant parce que vous arrivez à coincer votre gars dans ses contradictions et ensuite vous avez des faits, des éléments matériels qui prouvent que c'est lui le coupable et que vous téléphonez à un procureur de la République qui vous dit vous faites une convocation par OPJ, c'est énorme, c'est une convocation par OPJ, c'est que vous avez le gars en face de vous dont vous êtes maintenant persuadé que c'est lui qui a commis le délit, et on vous dit, donnez-lui rendez-vous dans 3 mois et mettez-le dehors. Et ça,
ça participe de cette perte de sens. Ça, c'est la passion de la justice qui est un peu enrayée, alors, dans ce cas-là. Ça vaut, parce que nous, on est confrontés en tant que policiers à ces manières de faire là. Et bien évidemment, on est plus attentif en tant que policier au train qui n'arrive pas à l'heure plutôt qu'au train qui fonctionne bien et qui arrive à l'heure. Donc on est plus critique. Mais il y a des choses à améliorer dans ce domaine. Et je pense que ça, il y a un grand chantier qui va s'ouvrir sur la procédure pénale, le code de procédure pénale, et je pense que ça va s'améliorer. Alors, entrer au raid, on l'a compris, et le diriger, ça a toujours été une ambition chez vous. Bon. Mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vouloir absolument entrer dans cette unité d'élite dont on sait très bien que la dangerosité dans l'exécution des missions est totale? C'est quoi? Vous êtes un casse-cou? Non, bon, je pense pas être un casse-cou. Je suis pas pantouflard non plus. Donc on va prendre un juste milieu entre les deux. Mais rentrer au raid, j'ai essayé à plusieurs reprises. Moi, je vous l'ai dit, par vocation, par passion, comme vous voulez, je voulais rentrer comme commissaire de police. Et une fois que j'étais commissaire de police, le raid s'est créé en la fin 85, début 86. Dès que le raid s'est créé, je voulais rentrer au raid. Là aussi, c'était comme une passion. Pourquoi le raid? Parce que ça représente, pour moi et pour beaucoup de policiers, le summum du summum du dessus de panier. L'unité d'élite. L'unité d'élite. Alors l'unité d'élite, évidemment, ça va avec le danger, avec le danger certes, mais la professionnalisation, les process d'intervention très particuliers, qui ont été d'ailleurs battus en brèche par la manière de faire des terroristes radicalisés qui ont rebattu les cartes du danger permanent à la fois pour la population mais aussi sur l'intervention. Alors justement, avant de revenir sur le changement finalement de comportement des terroristes, on a l'impression, vous écoutez, que finalement renoncer à quelque chose, c'est pas votre truc, quoi. Vous y tenez, et est-ce que c'est une qualité finalement pour diriger des unités comme celle que vous avez dirigée, ne jamais renoncer? Je pense qu'il faut, d'une manière générale, aller jusqu'au bout de ce que l'on s'est fixé. Pour autant, quand on chemine, il faut quand même observer et prendre les avis des uns des autres pour ne pas aller dans le mur. C'est souvent très important. D'ailleurs, en termes de management, c'est absolument incontournable. Et c'est de cette manière-là qu'il faut faire. Mais il ne faut pas le faire de manière que instinctive. La police, c'est beaucoup instinctif. C'est à la fois passion et instinct. Il faut le faire aussi en ayant une analyse très précise de ce à quoi on est confronté et la manière dont on va faire évoluer son service pour pouvoir affronter les défis de demain. Je m'explique. Il a fallu, après l'affaire Mera, qui est pour nous l'an zéro de ces individus radicalisés, il a fallu qu'on redéfinisse nos process d'intervention. Pourquoi? Parce que Mera, contrairement aux preneurs d'otages et aux forcenés qui ont des problèmes psychologiques et qui sont en grande souffrance, Mera, lui, c'est un individu radicalisé dont le seul but était, premièrement, de frapper la France et la population qui habite en France par des actions qui marquent psychologiquement. Il a tué des militaires. Après, vous vous en souvenez, il est allé à l'école aux Aratora à Toulouse. Il a tué une communauté juive et des petits-enfants en les poursuivant, en les achevant, en se filmant. Ensuite, il s'est retranché. Il a attendu le raid. Bon, il a été retrouvé assez rapidement par les services de renseignement et les services antiterroristes qui ont fait un travail excellent. Il a attendu. Il n'a pas essayé de s'évader. Il a attendu. Et quand le raid est arrivé, eh bien... et c'était tout à fait surprenant. On ne connaissait pas cette manière de faire. Eh bien, il a attendu. Il s'est affronté au raid et il est mort en recherchant la mort. C'est même pas qu'il n'avait pas peur de la mort, c'est qu'il recherchait la mort face au raid. Et ça, c'est la manière de faire de tous ces terroristes radicalisés. Ensuite, la fusillade
Donc Dans la planque à Saint-Denis, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Donc on a étudié cette manière de faire. On s'est dit, ils agissent différemment, donc nous, on va changer nos process. Donc on a fait moins de négociations, pour ainsi dire plus de négociations. Et on a étudié des process d'intervention qui sont basés sur l'action rapide et jusqu'au bout, ininterrompue jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que la rapidité, la gestion du temps nous sert à nous, plutôt qu'à lui. Si on lui laisse le temps, à Mera, on lui a laissé le temps, si on laisse le temps à l'individu radicalisé, il peut mettre en place les explosifs qu'il a. Donc quand on rentre, on explose. 2, il peut tuer ses otages. 3, il peut, et ça c'est important aussi, il met sur la toile et à la télé, il met ses revendications et il met en ligne ces films mortifères qu'il a pris. Voilà, donc le temps maintenant est géré par le RAID et pas par le terrorisme. Vous évoquiez tout à l'heure le commandement. Dans votre livre, vous soulignez effectivement à plusieurs reprises votre goût pour le commandement, pour le management des hommes. Vous écrivez que diriger, c'est une façon d'être au service des citoyens. Est-ce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une idée un peu peut-être désuète ? Est-ce que c'est une forme de fierté peut-être un peu dépassée ? Il vous semble ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Diriger, c'est manager une équipe, c'est prendre une équipe et la mener d'un point A à un point B. Et quand il s'agit du RAID, le point A, c'est le repos complet. Et le point B, c'est risquer sa vie jusqu'à la mort, quoi. Donc vous voyez quand même l'évolution des choses. Et ça, si vous ne préparez pas votre management par temps calme, pour avoir un commandement par temps beaucoup plus agité, vous n'y arrivez pas. Le management, c'est quelque chose c'est une passion aussi, c'est quelque chose d'absolument important. Vous partez de l'analyse de la menace telle que je vous l'ai faite là, et vous dites à vos gars, à un certain moment, le jour où il faudra y aller, il va falloir aller jusqu'au bout et on fera comme ça. Et eux, par contre, c'est des techniciens, ils vous préparent la partie technique des choses. Mais vous êtes le stratège et vous leur dites, c'est comme ça qu'il faudra faire. Et on appelle ça, vous le faites en temps de calme. Ça s'appelle le management de cœur. Et après, quand vous arrivez sur le terrain, comme j'ai fait sur Vincennes, vous avez un commandement de guerre. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, vous dites, et ça c'est aussi passionnant, dangereux mais passionnant, vous dites, on est arrivé là, maintenant je prends toutes les manettes, à l'assaut, c'est maintenant le top assaut, c'est maintenant qu'on y va. C'est management de cœur, commandement de guerre. Et pendant la période de commandement de guerre, Clémenceau avait une phrase phénoménalement, extraordinairement d'actualité. Il disait, pour diriger, il faut être en nombre impair. Pour prendre une décision et diriger, il faut être en nombre impair et pas plus de 2. Vous consacrez plusieurs chapitres à décrire à la fois, je dois dire avec force, mais aussi avec certains moments, beaucoup de pudeur. Les moments horribles que vous avez vécus lors des interventions du RAID, d'abord à l'hypercachère de Vincennes, puis quelques mois plus tard au Bataclan, et puis encore quelques jours plus tard à l'assaut de la planque des terroristes à Saint-Denis. À ce stade du récit, dans votre livre, vous ne cachez pas finalement être profondément atteint par cette série de dramatiques événements. Est-ce que le dégoût de la folie humaine telle qu'elle s'exprime là, de façon dramatique, est-ce que ce dégoût-là ne l'emporte-t-il pas à un certain moment sur la passion de servir ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu finalement anéanti ? Est-ce que ce n'est pas un ressenti que vous avez éprouvé ? Alors, la réponse est non, et je vais la développer, mais vous avez raison de souligner que moi, en tant que chef du RAID, j'ai connu ce qu'aucun commandant d'une autre unité de ce type-là n'a connu au monde. Parce que vous découvrez le Bataclan avec des dizaines de morts et blessés. D'abord Vincennes, mais Vincennes, bon, certes, il y a eu 4 morts à Vincennes, mais c'était avant qu'on arrive, mais on avait 26 vies à sauver. Et Vincennes, c'est une réussite parce qu'on a sauvé nos 26 vies et moi, j'ai ramené tout le monde chez moi, chez eux. Donc voilà. Mais après, quelques mois après, on va au Bataclan. Mais le Bataclan, on est intervenu sur des fous qui étaient bardés de gilets d'explosifs, alors que le mal était fait, et on arrive dans un charnier, quoi. Et donc ça, personne au monde ne peut s'habituer à ça. Nous, on est préparés opérationnellement à intervenir et aller
aller à l'assaut, mais on n'est pas préparé psychologiquement à voir des massacres et à marcher au milieu des cadavres. C'est pas possible, c'est infaisable. Après, dans la foulée, 4 ou 5 jours après, on repart sur Saint-Denis. Il y a aussi le Magnanville, nos collègues qui ont été tués. Oui, le couple de policiers. Voilà, on est allé sauver le petit Mathieu, leur fils, qui avait 3 ans à l'époque. Vous dites d'ailleurs à un moment etc. que quand vous l'avez dans les bras, là, vous éprouvez quelque chose de tellement fort que vous avez même du mal à y mettre des mots dessus. Oui, alors c'est ça justement la réponse que je voulais vous faire, c'est que non, cette passion, les atrocités commises par les atrocités qui ont été commises. Vous dites pas par ces terroristes? Ben non, parce que oui, c'est des terroristes, mais c'est c'est pas moi. Vous avez du mal à les qualifier. Mais non, c'est pas que j'ai du mal, c'est que j'ai dans ma tête des mots mal polis. D'accord. Alors on va rester poli. Je veux pas. Donc voilà, je veux pas leur faire ce plaisir-là. Donc le mal fait par eux est compensé d'une certaine partie par plusieurs choses. D'abord, effectivement, vous l'avez dit, par la joie qu'on a de sauver des gens. Et ce petit garçon de 3 ans, c'était énorme. Il est passé de main en main parmi les opérateurs du raid. Voilà. Les pompiers qui voulaient le mettre immédiatement à l'abri, ils en avaient marre. Il est passé dans toutes les mains. On était contents de toucher, de câliner ce garçon qu'on avait sauvé. Il y a ça, il y a la passion aussi des hommes et des femmes de chez moi de réussir à sauver des gens. Il y a le fait que quand on appuie sur l'accélérateur, eh bien, ils vont jusqu'à la... Pas jusqu'à la mort, parce qu'il n'y a personne qui est mort. Moi, j'avais peur de ça. Mais ils auraient pu aller jusqu'à la mort. Donc ça, c'est une passion que peu de gens ont connue et que j'ai connue grâce au raid. Maintenant, ça n'efface pas, bien sûr, les horreurs qu'on a vécues. 2 mois après l'assaut de l'appartement de Saint-Denis et la fusillade, l'heure est assez vite à la polémique. On vous reproche une utilisation disproportionnée de l'usage des armes par rapport à l'arsenal finalement découvert des terroristes. Est-ce que vous avez ressenti de l'amertume, un ras-le-bol? Et puis, est-ce que la passion, ou au contraire, la passion vous a-t-elle servi d'antidote à cette amertume? La passion de l'État, la passion de servir. Oui, la passion de l'État, enfin les passions, c'est passion et passion, les passions de l'État, de la police, du métier, du management, du commandement, du relationnel avec mes hommes et mes femmes, voilà, tout ça sert de carapace et vous donne envie de les défendre dans la polémique. C'est une polémique qu'on n'a pas compris. C'est vrai que j'ai fait une erreur de parler trop tôt. On n'avait pas débriefé et j'ai parlé de Kalachnikov. Il n'y avait pas de Kalachnikov. Par contre, en face de nous, on avait une arme de poing qu'avaient les terroristes, qui est une arme 9 mm et qui quand vous recevez une cartouche de 9 mm, ça vous tue aussi vrai qu'une cartouche de Kalachnikov. Il y avait 5 grenades qui ont blessé 5 de mes hommes, des grenades avec de la limaille de fer à l'intérieur qui auraient pu les tuer. Et il y avait surtout ces gilets explosifs. Gilets explosifs dont on a vu l'effet quelques jours auparavant au Bataclan à Saint-Denis sur les terrasses. Et donc je ne voulais en aucun cas que mon groupe d'assaut ne subissent ça. Donc on a beaucoup tiré pour laisser pour les mettre à distance. Et effectivement, on a tiré beaucoup. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Celui qu'on est allé chercher s'appelle Abaoud. Abaoud, on l'avait vu quelques mois auparavant en Syrie, tirer sur son pick-up, hilar à son volant, tirer une dizaine de cadavres derrière lui. C'est lui qui était un des cerveaux du Bataclan. Et il avait des projets. Il avait un projet d'attentat majeur sur la dalle de la Défense. Donc on a arrêté un attentat majeur là-dessus. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais cette polémique, elle est partie d'ailleurs d'un média qui maintenant est dans l'actualité.
du moins son directeur est dans l'actualité parce qu'il a l'habitude de polémiquer, quoi. Donc voilà. Mais ce qui m'a déçu, c'est que ensuite des médias traditionnels et beaucoup plus posés continuent derrière cette polémique-là. Concernant le nombre de cartouches tirées, je voudrais juste dire, et je renvoie à la lecture d'un bouquin très bien fait de Michel Goya, qui est un professeur, qui est maintenant professeur d'histoire de la guerre, et qui fait un état des opérations un peu majeures qui ont été faites. Il faut savoir que dans la guerre de 14-18, pour tuer un soldat, il y avait 3000 obus d'envoyés. Pour tuer un soldat, il y avait 3000. Il faut savoir relativiser, c'est ce que vous voulez nous dire. Bien sûr. Tout au long de votre carrière de policier d'élite, de grand flic, si vous me permettez l'expression, vous avez risqué votre vie et risqué aussi celle de vos hommes. Est-ce que la passion de servir, la passion d'agir au service de la justice peut-elle finalement justifier le risque d'être tué ou d'avoir un de ces hommes tués? Est-ce que ça justifie ça? La passion de ce qui nous fonde, des éléments majeurs qui fondent notre société démocratique, et la plupart des sociétés démocratiques. Je les ai évoqués tout à l'heure. La passion de la justice, c'est important, mais la passion de notre drapeau, de nos valeurs démocratiques, de ce que nous représentons en communauté, de la possibilité d'intégrer tout le monde dans notre société, de l'égalité de l'homme et de la femme qui est battue en brèche par ces gens-là. Tout ça, c'est une passion nécessaire, importante, qui nous fait nous mouvoir, nous policiers, dans une passion que l'on arrive à cimenter autour de notre corps de métier. Voilà. Elle rappelle la passion de ceux des glorieux aînés qui se sont battus pour le pays. Vous vous inscrivez dans cet esprit-là, peut-être aussi dans cette lignée, mais au moins dans l'esprit, de dire le pays mérite le sacrifice suprême pour la défense de ses valeurs. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Mais prenez votre temps, on a encore quelques belles minutes à vous écouter. Alors, je vais vous raconter plus doucement une anecdote, plus longuement une anecdote, mais qui est très importante. Je suis retourné au Bataclan un an après, à l'occasion de la cérémonie d'hommage, pas cette année, mais donc l'année dernière, du Bataclan. J'étais en tenue reconnaissable, en tenue d'intervention devant le Bataclan. J'avais mon collègue... La tenue d'intervention, c'est cette combinaison noire. La noire, ouais, avec le béret, enfin bon, un peu d'apparat quand même. Mais enfin, combi noir, cri raide, enfin... avec mes collègues de la BRI, etc., à côté de moi. Mais j'étais le seul représentant du RAID. On était un par... il n'y avait que les chefs d'unité. Et le président de la République est venu dévoiler la stèle avec la maire de Paris, la stèle devant le Bataclan, où il y a tous les noms impressionnants des victimes. Donc il y a eu une cérémonie rapide. Au bout de quelques temps, le président et la maire sont passés devant nous, nous ont salués très chaleureusement. Le Premier ministre, Valls, le ministre de l'Intérieur, etc., etc. Et ils sont partis. Et bien évidemment, quand les hommes importants politiques partent, il y a tout un tas de gens qui partent aussi avec eux. Moi, je suis resté sur place parce que je voulais me revoir ce que j'avais vu cette nuit-là et me recueillir et revoir ça. Et là, j'ai une jeune fille, une jeune dame d'une trentaine d'années qui est venue me voir. Elle était en pleurs. Il y avait sa maman un peu plus loin. Et cette fille, cette dame, elle me dit je voulais vous voir, c'est vous que je voulais voir, c'est le raid que je voulais voir. Et j'ai compris. Bon, j'ai dit vous étiez à l'intérieur. Elle me dit oui, j'étais à l'intérieur. Et quand ça a commencé à tirer, je me suis mis au sol avec mon ami, mon petit ami à côté. Et immédiatement, il y a des cadavres qui sont tombés sur nous, qui nous ont protégés. Et j'ai chuchoté à l'oreille de mon ami, n'aie pas peur, le raid va venir nous sortir de là. Parce que quelques mois auparavant, elle avait vu Vincennes, et elle était imprégnée de cette image du raid. Et elle a continué donc son récit, très émouvant, la jeune fille. Et elle me dit quelques temps après,
qui ont paru très longs, bien évidemment. Là, j'ai entendu ceux qui peuvent se lever, levez-vous. C'est le RAID. Elle s'est levée et elle a vu passer la colonne du RAID avec écrit RAID dans le dos. Et elle était sauvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RAID est maintenant plus qu'une unité d'élite, c'est un symbole de lutte pour nos valeurs. C'est un monument. Symbole que vous avez en partie installé. Pas tout seul, bien sûr. Oui, pas tout seul, j'ai contribué. En mars 2017, vous êtes subitement écarté de la direction du RAID. Tout le monde n'a pas lu le livre, et je vous invite à le faire d'ailleurs. Pourquoi cette mesure? Est-ce que vous avez finalement commis une faute que nous avons ignorée? La question est brutale, mais bon. Non, elle est... Et puis ça fait partie des hauts et des bas des passions. C'est passionnant et c'est passionné. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé le livre Patron du RAID, qui s'appelle Patron du RAID. Je l'ai entamé par des dialogues avec... Il est coécrit avec Caroline de Juglar, qui est une journaliste de M6. Et j'ai commencé mon dialogue entre le Vincennes et le Bataclan, juste avant le Bataclan. J'avais vraiment envie, quand je partirais du RAID, à l'époque, je savais que j'allais partir un jour, bien évidemment, j'avais vraiment envie de dire comment les choses s'étaient passées et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière les hommes et les femmes qui portent ces cagoules, quels sont leurs sentiments, comment on fonctionne, comment on manage une équipe comme ça, comment on la porte au sommet, le relationnel qu'on a avec les politiques, le relationnel qu'on a avec nos chefs, le relationnel qu'on a avec, avec les journalistes, par exemple, les magistrats, etc. J'avais vraiment envie de dire ça. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et j'avais commencé ce travail-là. Et après, on a eu le Bataclan, on a eu tout ce que je vous ai dit. Et à un certain moment, mon médecin-chef du RAID, au RAID, on a 6 médecins, dont une femme médecin, qui sont sur toutes les interventions. Mon chef médecin, qui s'appelle Mathieu Langlois, a fait un livre qui s'appelle Médecin du RAID. Ce livre, il est formidable, il est extraordinaire. Il est à la gloire, pas seulement du RAID, mais de l'ensemble de la police nationale, de l'ensemble des hospitaliers, des pompiers, et aussi, il faut le savoir aussi, des gens de Monsieur Tout-le-Monde, des concitoyens qui, le jour du Bataclan, ont porté secours à l'ensemble de leurs concitoyens. Il y a eu des mouvements de solidarité qui ont été phénoménaux. Ça donne de l'espoir, ça donne de la passion encore. Et ce médecin donc fait le bouquin un an avant que paraisse celui-là. Et il me dit Jean-Michel, j'ai mon bouquin là, qu'est-ce que je fais? Je dis écoute, vas-y, voilà. Et ça n'a pas plu à mon directeur général qui m'a dit j'ai pas donné d'autorisation. Le problème, c'est que moi j'avais déjà eu un écrivain dans un service que j'avais avant, un écrivain d'ailleurs qui est un très bon écrivain et qui a fait fortune. C'était un lieutenant de chez moi de police qui s'appelle Romain Puertolas et qui a écrit, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, le voyage du fakir qui était caché dans une armoire Ikea. Je ne sais pas, peut-être que certains s'en souviennent. C'est un très très beau bouquin, c'est super sympa. Et donc, à cette époque-là, je m'étais, comme il m'a dit, cet écrivain-là m'avait demandé comment faire. Je m'étais renseigné. Et il n'y avait pas d'autorisation à demander. Le mec fait son bouquin, après il fait ses plateaux télé, et puis voilà. Et je dis ça à mon toubib, il fait son bouquin, voilà. Et mon directeur général me convoque en disant j'ai pas donné d'autorisation. Et je dis à mon directeur général attention, l'autorisation, il n'y a pas d'autorisation à donner parce que ça s'appelle de la censure sinon. Et puis en plus ce bouquin est coécrit avec un journaliste de Marianne. Donc, si vous autorisez pas le bouquin, ça va monter en flèche et on va mettre le ministre dans... Et voilà, bon, il m'en a voulu, donc il a interdit au médecin de faire son
son programme de presse pour présentation de son présentation de son livre. Bon, il s'est mis en congé, il l'a fait quand même, sans quoi, moi je trouve qu'il a eu raison, parce qu'on ne peut pas arrêter la parole comme ça, surtout aujourd'hui dans ce festival-là. Ah oui, bien sûr. Et donc j'en ai payé le prix. Subi les conséquences. J'étais écarté du raid, et lui est passé en conseil de discipline. D'accord. Alors il est passé en conseil de discipline, mais moi, entre-temps, j'avais déjà pris un engagement politique que j'ai pu déclarer au grand jour. Voilà. Et cet arriver. engagement politique a permis aussi que ce médecin-là, comme entre-temps le président que je sponsorisais, que je soutenais, qui est Emmanuel Macron, a été élu et que moi j'ai été élu. Donc lui a eu une peine un peu moins sévère. Voilà. Ça s'est fait comme ça, en fait. Avant d'aborder votre seconde carrière, une carrière politique, dans votre livre... Non, on a le temps, non? Oui, on a le temps encore. Juste une chose. Oui. Ce que je veux dire aussi, c'est que le problème aussi de ces passions-là, et quand on commande une unité comme ça, et on est très proche à un certain moment des décideurs politiques. Oui. Moi, j'étais proche du ministre de l'Intérieur, mais par obligation. Et quand on prend la lumière comme ça, quelquefois involontairement, on se fait des ennemis. Dans votre livre, c'est votre épouse qui est là ce soir, qui confesse que depuis toute cette série d'attentats, vous semblez finalement profondément atteint dans votre cœur d'homme. Elle dit, vous n'êtes, dit-elle, plus tout à fait le même, et qu'il y a davantage de tristesse en vous. Vous confirmez le sentiment de votre épouse ? J'ai été marqué, oui. On est tous marqués par ça. Et vous n'êtes plus tout à fait le même homme. Je ne sais pas si je suis pas là. De toute façon, tout le monde évolue au fur et à mesure de ces. Quand on se confronte à la vie, les passions aussi évoluent. Je suis sans doute, je suis très marqué par cette tragédie surtout du Bataclan. Cette tragédie-là que peu d'hommes ont connue. On n'est que quelques-uns à avoir connu ça, et on aurait aimé, honnêtement, on aurait aimé ne pas la vivre. Moi, et donc oui, j'ai peut-être dû changer un peu, mais je passe toujours l'aspirateur. Hein. Le dimanche c'est pas vrai, en plus, je le passe pas. 18 juin 2017, vous êtes élu député de Seine-et-Marne. Alors, la première chose, on se dit, alors la politique est devenue sa nouvelle passion. Moi, j'en doute un peu, mais est-ce que c'est pas plutôt que vous considérez ce mandat d'élu national comme, en quelque sorte, le prolongement de votre passion au service de l'État? Je me trompe ou pas, là? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, pour moi, la politique n'est pas une passion. La politique n'est pas un métier. Pour moi, attention, ça n'engage que moi. Mais vous avez fréquenté beaucoup les politiques. Oui. Mais je les ai fréquentés beaucoup, et j'ai découvert, grosso modo, globalement, des politiques très impliqués et qui ont pris leurs responsabilités. Donc moi, je suis pas critique vis-à-vis des politiques. Bon, à part ceux qui ont fait des malversations, etc. Mais je suis pas critique. On a des hommes passionnés. Et moi, cette campagne électorale m'a permis d'aller au contact des maires, toute étiquette confondue, dans ma circonscription. Et j'ai vu des gens qui se passionnaient pour leur ville et qui essayaient de développer leur ville et leur village. Donc voilà. Mais pour moi, quand même, la politique... et le métier de politicien, ça n'est pas un métier. On doit faire de la politique. On doit faire de la politique pour porter quelque chose. Et effectivement, la passion qui m'anime, moi, c'est cette passion de servir. J'ai servi pendant un peu moins de 40 ans pour la sécurité de mes concitoyens. Je veux continuer à servir dans cette spécialité-là, que je connais bien, en faisant des propositions que j'espère certaines seront suivies. J'ai fait des propositions aux candidats lors de l'élaboration de son programme. J'étais pas le seul. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on a réussi à modeler. Alors j'espère qu'elles vont mettre. En un mot, comme vous aimez avancer après la députation, c'est quoi? C'est un ministère? Non. C'est pas l'objectif. Alors j'aime avancer, mais c'est les événements qui m'ont fait avancer. Donc, j'aime bien être boosté par les événements, moi aussi.
Alors, j'imagine que vous faites la devise du RAID, hein, qui est servir sans faillir. Comment, en quelques mots, vous pourriez définir, comment pourriez-vous l'expliquer, cette devise, au public qui est avec nous aujourd'hui, et comment vous pourriez nous la faire partager en quelques mots, puisqu'il nous reste précisément 4 minutes. Oui, servir sans faillir, c'est la devise du RAID. Servir parce que là, on a toute l'essence de ce qu'on vient de dire, hein, toute la passion, servir, ça veut dire se mettre au service de l'État, se mettre au service des concitoyens. On a deux types de police, la police au service de l'État et la police au service des concitoyens. La police au service de l'État, c'est la police de renseignement, c'est la police d'investigation, c'est la police de maintien de l'ordre qui doit être là pour soutenir pour faire qu'un État démocratique puisse être défendu. Et on a à côté de ça une police sur laquelle on doit travailler, qui est la police au service des citoyens. Et c'est une police qui doit avoir plus de proximité, ou une police de sécurité au quotidien, comme vous voulez, puisque c'est ce terme qui a été choisi. On doit se mettre au service du citoyen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et sans faillir, ça fait appel à, non pas le courage physique, parce que le courage physique, c'est fluctuant et chacun le fait en fonction de ceux qui croient. Mais sans faillir, ça veut dire que à un certain moment, on ne doit pas se dérober à ce que nous demandent nos concitoyens. On ne doit pas se dérober à la nécessité de les protéger, de leur apporter des solutions, même si ces solutions ne nous appartiennent pas. On doit les orienter vers d'autres solutions. Mais on ne doit pas se dérober non plus au fait qu'on leur doit, et ça, il y a un peu de travail à avoir dessus, on leur doit le respect, on doit être en empathie avec eux et on doit être à leur écoute. Merci, Monsieur Fauvergue, pour vous être prêté à cet interrogatoire, ou plutôt, pardon, cet entretien public. Je vais vous laisser à vos lecteurs ou à vos futurs lecteurs, parce que je crois que vous avez une séance de dédicace. Merci encore et bonne fin de journée. Merci à vous.